C'est bon. Voilà, ok. Est-ce qu'il y en a ici qui s'y connaissent un peu en neurosciences? Vous allez passer un très mauvais moment parce que j'ai vulgarisé des trucs à la truelle. Désolé d'avance. C'est comme le design. Aujourd'hui, on va parler de 3 notions importantes. La notion de frame, le cadre de référence dans lequel avec lequel vous allez dans une interaction. On va parler de cerveau humain et on va parler de cycles de vente qui sont de plus en plus longs. Je pense que vous allez tous remarquer. Tout nous vient de ce monsieur. Qui c'est? Mehmet Fernandel. Ce monsieur, c'est Eugène Schwartz. C'est un vieux papy du copywriting et du marketing qui a écrit un super livre qui s'appelle Breakthrough Advertising et qui explique une notion hyper importante, c'est celle de la sophistication de marché. La sophistication de marché, globalement, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un prospect quand il est multi-exposé à du marketing. Comment perdre du poids? Comment perdre 3 kilos? Comment perdre 3 kilos en 3 semaines? Comment perdre 25 kilos en 3 jours sans faire de sport ni régime? Grâce à une pilule magique. C'est la guerre des lessives. On lave plus blanc que blanc. Et à ce moment-là, les prospects ils arrivent dans quelque chose de très embêtant pour nous tous ici en tant que marketeurs, et c'est notre faute, la crise de confiance. Quand il y a la crise de confiance, il se passe un truc assez rigolo, c'est la parade du marketeur repenti. Qui sait ce que c'est? C'est-à-dire pas de blanche. Genre j'ai merdé, j'étais comme ça avant, maintenant j'ai changé. Exactement. Et là, il y a tous les marketeurs qui arrivent en disant « J'ai fait des erreurs pendant 3 ans, je suis désolé. J'ai compris. » Et là, on arrive dans la parade du marketeur repenti qui lave plus blanc que blanc sur son honnêteté. Ouais. Qui sera le plus honnête? Qui sera le plus direct? Qui fera le moins de promesses? Qui mettra le plus de disclaimers? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? T'es story Instagram? Oui. Je suis en plein dedans, moi. Aussi. Globalement, tout le marché du make money, de la perte de poids, de la séduction, de la santé, etc. C'est exactement ce qu'on vit actuellement. Du coup, en plus de ça, comme ça ne suffisait pas des prospects qui ne nous font plus du tout confiance, on ne peut plus du tout dire ce qu'on veut. Si vous faites aujourd'hui une promesse chiffrée ou timée, et que vous ne pouvez pas prouver légalement, document à l'appui, que 100% de vos clients ont pu avoir ces résultats, et les ont eus, vous êtes dans la merde. Qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis, et qui va arriver chez nous incessamment sous peu, parce que vous vous doutez bien que la DGCCRF y surveille ce que font la FTC. Traffic and Funnel, vous connaissez? Un des plus gros business américains de make money, ils avaient Traffic and Funnel, Sales Mentor et d'autres activités. Ils viennent de fermer, de payer 1 million d'amendes pour fausses promesses, alors que, je crois, 95% de leurs clients avaient les résultats escomptés. Pas 100%, interdit. La société Learn aussi aux US, même genre, c'était un peu limite pyramidal, mais bon, des trucs qu'on pourrait largement faire en France aussi. 2,5 millions d'amendes, communiqué de presse, fermeture. Ils tombent actuellement, les comme nous, là, aux États-Unis, ils tombent les uns après les autres pour fausses promesses. Alors, oui, les Américains, globalement, sont plus agressifs que nous, mais je suis sûr que 80% d'entre vous ont encore des promesses chiffrées, timées, qui sont un peu tournées de façon, non, en fait, on ne le promet pas vraiment. Sauf que si demain, il y a un contrôle, et que vous avez dit qu'on pouvait faire tant en tant de temps, même si vous ne l'avez pas garanti, vous êtes foutu. Fausse promesse. Et là, il va falloir rembourser tous les clients lésés. Ouais, rien que ça. Si tu n'as pas d'amende et pénalité en plus. Comme si ça ne suffisait pas, il suffit de 2-3 clients mécontents pour activer un contrôle. Et en cas de contrôle, ils vont appeler au téléphone 100% de vos clients pour savoir comment ça s'est passé, quels sont les résultats, et est-ce qu'ils veulent témoigner. Ça, c'est l'état de notre marché actuellement. La sophistication de marché qui fait que les clients n'ont plus confiance en rien, ne veulent plus prendre aucun appel parce qu'on va essayer de me closer. Et on ne peut plus rien promettre à moins de flirter avec la légalité ou de se barrer à Dubaï. Ah, c'est sûr que ceux qui s'adressent au marché français qui sont à Dubaï, eux, ils peuvent. Les clients ne vont pas les attaquer. D'ici à ce que la DGCCRF aille les chercher eux, les expatrie, machin, c'est un peu compliqué. Moi, par contre, ils sont demain matin à ma porte. Donc, je dois dealer avec ces conditions de marché en permanence. Et sûrement que vous aussi.
Qu'est-ce que ça change donc, cette évolution du marché, qui date des dernières années, hein, globalement, c'est pas très vieux. Hein. C'est plus possible d'être aussi agressif qu'avant dans ses promesses marketing. Les cycles de vente sont de plus en plus longs. Et on est obligé de réfléchir complètement autrement pour donner envie d'acheter. J'ai choisi volontairement d'écrire « donner envie d'acheter » et pas « vendre ». Plus la même chose. Vendre, je vais vers l'autre, donner envie d'acheter, je suis là, je suis gentil, je suis mignon, j'espère qu'il veut bien. Et globalement, on est dans une démarche de plus en plus inbound marketing, de moins en moins outbound. Avec malheureusement des cycles de vente longs qui sont très compliqués en publicité. Parce que vous payez vos ads à 3 jours ou à 30 jours, selon ce que vous savez comme montage, et vous allez encaisser de l'autre côté à 90 jours, 120 jours, voire plus. Et donc l'enjeu n'est plus d'être bon en marketing, mais d'être bon en gestion de BFR. Comment on fait? On va faire quelque chose grâce à ce monsieur. Ce monsieur, c'est Oren Klaff, qui a écrit Pitch Anything, qui a été très mal traduit, l'art du pitch. Je vous l'ai mis en français pour ceux qui boudent un peu l'anglais. Et qui nous a expliqué dans ce livre le concept de frame. Frame qui se traduirait par cadre. Mais globalement, c'est tout ce que vous amenez dans une interaction. Mes beaux dessins. On va revenir sur les frames juste après. Ça, globalement, c'est le fonctionnement du cerveau humain. Ouais, t'inquiète, elle arrive. Le cerveau humain, il n'a pas tellement évolué depuis l'époque préhistorique. Et il y a un peu des bouts qui sont arrivés au fur et à mesure de l'évolution par-dessus les bouts précédents. Donc on a le cerveau reptilien, combat-fuite. Benoît, il n'a pas. Benoît, il freeze. On a le cerveau limbique, le siège des émotions. Et on a le néocortex qui est capable de produire des raisonnements complexes. Quand vous vous adressez à un prospect, vous construisez un raisonnement complexe que vous essayez de lui faire accepter. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Sauf que chez lui, ce n'est pas reçu par le néocortex, avec lequel vous l'avez formulé. Ça doit d'abord passer par le cerveau reptilien. Est-ce que c'est dangereux? Sinon, ignorez. Est-ce que c'est nouveau? Sinon, ignorez. Est-ce que c'est surprenant? Sinon, ignorez. Et donc le cerveau qui a pour but de vous faciliter la vie et de vous faire utiliser le moins d'énergie possible, cherche à prendre des raccourcis en permanence avec tout ce que vous vivez. Et donc globalement, avant même d'arriver au siège de la réflexion de votre prospect, il faut que vous passiez le reptilien. Donc il faut être nouveau, il faut être surprenant, il faut montrer un mouvement, il faut montrer une transition, il faut montrer quelque chose qui est en train de se passer sur le marché ou dans la vie de la personne, pour que juste l'information arrive seulement. Elle ne l'a pas encore interprétée. Si on arrive à passer le reptilien, on va arriver au cerveau limbique, le siège des émotions. C'est ce qui nous intéresse parce que c'est lui qui achète. Le cerveau limbique, vous arrivez devant un magasin de gâteaux, vous êtes au régime, reptilien, combat-fuite, non c'est bon, ok. Limbique, le gâteau. Néocortex, production de raisonnement pour post-rationaliser la décision d'achat. Ouais, mais c'est bon, j'ai fait un régime, et puis j'ai pas grand-chose que j'ai bouffé hier, puis de toute façon je pourrais aller courir demain, donc je vais acheter le gâteau. Le cerveau limbique a décidé qu'il voulait un gâteau. Le néocortex vient post-rationaliser la décision déjà prise par les émotions. Donc quand vous produisez, vous, un raisonnement à destination de votre prospect qui est 100% produit par le néocortex, vous n'arrivez pas à communiquer avec le prospect. Et c'est pour ça que le truc Lamborghini orange, grande villa à Dubaï, etc. marche encore si bien, alors même que si on pose la question aux gens, ils disent tous qu'ils en ont rien à foutre. Parce qu'au niveau inconscient, le limbique va réagir à ça. Argent, moi aussi je veux argent. Et derrière, le néocortex va post-rationaliser et va dire « Ah oui, non mais en fait c'est bien quand même, il a un bon raisonnement dans l'ensemble. S'il avait le même bon raisonnement pas à côté d'une Lambo, ça ne marchait pas. » Je ne sais pas si vous avez vu actuellement, il y a une tendance qui émerge sur YouTube. Où on voit de plus en plus de vidéos brutes, 45 minutes, sans montage, sans miniature, sans rien. Ce qu'on ne voit pas, c'est que systématiquement, les fonds sont merveilleusement orchestrés. Donc en fait, la vidéo qui a l'air brute, genre j'ai sorti mon téléphone et j'ai parlé de façon trop inspirante, comme ça, transparente, en fait, tout a été millimétré. Ouais. Pas que, mais ouais.
Actuellement, il y a Tai Lopez qui fait ça, il y a William Brown qui fait ça, Sam Ovens fait ça, Hamza fait ça, Yomi l'a fait pour une première fois. Yomi, c'est un des premiers Français à l'avoir fait. Charlie Morgan le fait en pompant les vidéos de Sam Ovens. Et à chaque fois, nous, spectateurs, on se dit « Ah, c'est vachement transparent, c'est vachement bien ». Des vidéos brutes de 45 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de montage, il n'y a plus de miniature, c'est genre j'ai allumé ma caméra et j'ai parlé comme ça me venait. Sauf que le « comme ça me venait », il a été savamment orchestré. Tout ça pourquoi? Le but du cerveau, c'est la survie. Pour pouvoir survivre, il faut prendre des raccourcis en permanence, sinon la masse d'informations que vous captez en permanence, vous tuerez instantanément. Donc le cerveau prend des raccourcis, ce qu'on appelle les biais cognitifs aussi. Pour ça, il filtre en permanence l'information. Et donc le cerveau de votre prospect fait en sorte de filtrer toutes les informations inutiles. Et si vous ne savez pas changer la façon dont vous amenez cette information, votre prospect filtre. Donc il n'achète pas. Et vu que vous ne pouvez plus du tout être agressif, ou du moins il ne faudrait plus l'être, vous avez un prospect qui n'achète plus. C'est là qu'on arrive avec la notion de frame. Globalement, quand deux personnes se rencontrent et vont discuter, elles amènent dans l'interaction, l'une avec l'autre, tout un tas de petites choses inconscientes. Le statut, l'autorité, l'analyse, le respect, les valeurs, tout ce que vous voulez. Et ces trucs vont rentrer en conflit l'un avec l'autre pour savoir qui gagne. Exemple, authority frame. Vous pouvez être la personne la plus connue de la Terre, quand vous faites arrêter par la police, vous ouvrez gentiment la fenêtre et vous dire « Oui, bonjour, monsieur l'agent, que puis-je pour vous ?» Sa frame est plus forte que la vôtre. Vous pouvez être très riche et très puissant, quand vous êtes face à un médecin, vous êtes comme un petit enfant. « Oui, monsieur, j'enlève mon pantalon. » Étonnant. Quand vous étiez plutôt face à Mère Teresa, vous êtes riche, c'est bien. Vous êtes puissant, c'est bien. Vous avez une belle famille, c'est bien. Mais est-ce que vous croyez en Dieu? La frame, c'est ce que vous amenez dans une interaction qui va changer la dynamique de la relation. On peut la changer en faisant ce qu'on appelle du reframe. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu l'as regardé sous cet autre angle qui m'arrange plus? Outframe. Oui, je comprends ce que tu viens de me dire, mais en fait, c'est pas ça la vraie question. Et frame disruptor, c'est aller contrer ça chez l'interlocuteur. Typiquement, un chef d'entreprise qui vous met un retard de 20 minutes sur un rendez-vous et qui arrive un peu speed et vous dit de toute façon, j'ai qu'un quart d'heure, vous lui répondez, ça tombe bien, j'en ai plus que 10 moi. Et sinon, je m'en vais. Frame disruptor. Tout ça, on va pouvoir s'en servir pour vendre. Ça va nous permettre de conditionner la relation avec nos prospects. Typiquement, l'enjeu de la vente, et donc du marketing, c'est de contrer les objections. Les objections, c'est le truc qui nous emmerde toute la journée, c'est les oui mais. C'est ce qui nous empêche d'encaisser, nous. Les objections, contrairement à ce qu'on pense, elles se traitent avant un appel, et pas pendant. Le rôle du sales, c'est juste d'appuyer ce qui a déjà été fait par le marketing. Et quand le marketing il fait son boulot, le sales, c'est beaucoup plus simple. Si le marketing a fait son boulot. Faire son boulot, ça ne veut pas dire conditionner le prospect à acheter, avoir déjà traité toutes les objections et c'est réglé. Faire son boulot, ça veut dire avoir donné aux sales tout le matériel nécessaire à réaliser la vente. Vous allez voir que ça reboucle avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mon prospect pense A. S'il pense B, je deviens une évidence. Comment je l'amène de A vers B? Avec de la vidéo, avec de l'audio, avec des témoignages, avec plein de choses. Tous ces éléments-là, vous pouvez les donner à votre prospect en amont et les fournir à vos sales pour poser une frame, pour conditionner une façon de penser qui vont faciliter l'acte d'achat. Un exemple, c'est un atelier que nous on a fait pour nos prospects, qu'on appelait la méthode quantique. Et en fait, c'est un sujet de persuasion. Cet atelier, c'est quoi? C'est un atelier de 1 heure, 1 heure et demie, qui est envoyé à 100% de nos prospects au moment où ils rentrent dans la démarche, Calendly, appel, etc. Et globalement, on a pris les 20 pensées les plus bloquantes pour eux, mais pas que dans leur activité.
tout ce qui les bloque pour développer leur activité, tout ce qui les bloque pour acheter chez nous, tout ce qui fait qu'ils ont fait des mauvais achats par le passé, tout ce qui fait qu'ils réfléchissent mal, qu'ils ont fait des mauvais investissements. En gros, tout ce qui les empêche d'aller là où ils veulent aller. Dedans, il y a acheter chez nous, mais pas que. Et j'ai fait un atelier où pendant 1h30, je dégomme les objections. Et en plus, c'est moi face caméra, donc on ne peut pas me contredire. J'aime bien. Je vous l'enverrai si vous voulez. C'est une vidéo que tu leur envoies? Ouais, c'est une vidéo de 1h, 1h15, un truc comme ça. Je sais plus. Mais on en a plein des comme ça. On a la méthode quantique, on a une vidéo qui s'appelle Oui mais, que les sales envoient à tous les prospects qui sont très très loin en termes d'état d'esprit. On a des choses sur s'ils veulent vendre des petits produits, on a une vidéo. Si ils sont plutôt thérapeutes, on a une vidéo. S'ils sont dans le B2B, on a une vidéo. En fait, tous les scénarios possibles et imaginables, on a des ressources de valeur pour leur expliquer comment nous on pense et pour voir s'ils ont envie de penser comme nous. On va parler un peu de nurturing, justement. Tout le monde sait ce que c'est? Découverte, nurturing, achat. Les 3 phases de vente. Globalement, aujourd'hui, sur la taille de votre marché, TAM, Total Addressable Market, vous avez 3 types de prospects. Vous avez entre 3 et 10%, il n'y a personne qui est d'accord, qui est capable d'acheter sous 7 jours. Vous en avez 20-30% qui n'achèteront jamais. Et tout le reste qui vont mettre 3 à 24 mois à se décider à acheter. Le problème, c'est que ce qui fait acheter les 3 à 10%, c'est ce qui fait fuir les autres. Et donc en fait, soit vous êtes de plus en plus agressif pour les 3%, parce que vous devez vous battre avec vos concurrents, qui des fois ont plus de moyens que vous, plus d'ancienneté, soit vous réfléchissez long terme. Les 3%, c'est pas grave, on va en laisser partir. Ils ont qu'à aller chez les concurrents qui sont plus agressifs que nous et qui se mettent en danger. Nous, on va aller chercher les 50, 60, 70% qui vont mettre 3 à 24 mois à acheter, parce qu'on va être plus doux, parce qu'on va leur donner plus de valeur, parce qu'on va créer plus de relations avec eux. Mais surtout, en faisant ça, je crée un effet boule de neige. Et donc, en fait, j'ai un vivier de prospects permanent qui peut acheter chez moi. Si aujourd'hui, mon compte pub, moi, il tombe, je suis en danger sous 3 à 6 mois seulement. Puisque de toute façon, mon time to sell moyen, il est, je crois, à 100, 120 jours en ce moment. En fait, les gens qui vont acheter chez moi les 3 prochains mois, ils sont déjà dans mon audience, c'est pas de l'acquisition froide. Donc si demain je coupe les ads, pour une raison XY, j'ai 3 à 6 mois pour me retourner. Donc même si je dépends à 70% du trafic payant, j'ai finalement un business assez sécure de ce côté-là. Et vu qu'on ne peut plus être agressif, ça tombe bien. La plupart des gens se concentrent sur ce 3%. Parce que c'est ça qui fait avoir le ROI sur les ads et qu'on peut dépenser plus. Moi, j'ai un problème de BFR et d'effet ciseaux depuis toujours. À chaque fois que j'augmente mon budget ads de 5 ou 10K par mois, il faut que je serre les fesses pendant 3 à 6 mois. Le temps que ça se régule. D'où le fait de, si je comprends bien ce que tu dis, de changer, d'aller à l'opposé des autres, justement, tu connais mon sujet pour le coup, et de faire un truc bien plus doux, en disant, bah, nous on fait 360, enfin... Prenez une personne qui en a plein le cul de se faire agresser par les surpromesses des marketeurs lessives. Cette personne-là, quand elle va voir une non-promesse, une promesse plus douce ou quelqu'un qui ne force pas l'achat, elle va consommer beaucoup plus facilement cette personne. Et pas vite, mais elle achètera plutôt chez cette personne si elle avait décidé d'acheter. Moi, j'ai la croyance que cet avatar-là est de plus en plus représenté. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, complètement. Il y a encore quelques années, je pense que ce genre de personnes en fait, moi je les appelle market aware. Vous avez problem aware, solution aware, market aware. C'est-à-dire que je sais que j'ai un problème, je sais qu'il existe des solutions, j'en ai déjà acheté 12, j'en ai eu 27 au téléphone et je cherche la bonne pour moi. Et ça, c'est en train de devenir le gros quand même des marchés, des big three du marketing, quoi. Donc health, wealth, relationship. On a développé une méthode pour ça, nous, que j'ai appelée 4C DNA, parce que je suis aussi fort en nom qu'en design. Globalement, le prospect pour acheter, celui qui achète sur un temps long, il a besoin de passer par une phase de confiance, une phase de connaissance avant de devenir client. Donc on retrouve découverte, nurturing, achat, conscience, prise de conscience du problème, confiance,
création de relations, et on montre qu'il existe des façons de l'aider. Connaissance, je montre comment est-ce que je pourrais faire moi. Je montre mes méthodes, pourquoi mes méthodes sont différentes d'ailleurs. Et à la fin seulement, pour qu'ils deviennent clients, on va chercher le pourquoi maintenant. Si, déjà que de base, ils mettent 3 à 24 mois à acheter, si vous n'amenez pas un pourquoi maintenant, vous avez des personnes qui sont potentiellement prêtes à acheter, qui n'achèteront jamais. Parce qu'on verra plus tard. C'est pas urgent. Je le ferai la semaine prochaine. Ah oui, mais là, il y a ma mamie qui s'est cassé le col du fémur. Ils ont toujours une bonne raison de ne pas acheter. Si vous ne leur en donnez pas une d'acheter, ils peuvent rester encore plus longtemps dans votre pipeline. Pour ça, on va donc expliquer la méthode, mettre énormément de témoignages, essayer de faire shifter leur mindset, traiter les objections en amont, montrer des exemples et finalement bâtir de la confiance. Parce que c'est ça l'enjeu en fait. C'est là où tout le monde a été de plus en plus agressif ces dernières années dans son marketing pour dire à demi-mot si tu n'achètes pas, c'est que tu es une merde. J'ai entendu des trucs en sales call déjà, un peu flippant. Hein. De toute façon, si tu n'achètes pas, tes enfants ils vont finir à la rue, tu es une mauvaise mère. Il y a de quoi plus avoir confiance au bout d'un moment. Hein. Ces gens-là, ils veulent qu'on leur montre gentiment et calmement pourquoi acheter. C'est tout ce qu'ils veulent. Là, tu traites une partie du problème, c'est-à-dire que tu es moins agressif dans le marketing, mais comment tu t'assures que 100% des clients vont avoir le résultat? Ça, c'est le service livraison. Ça, c'est encore un autre. Ça, je pourrais te faire un talk de 1 heure juste sur le pôle livraison. On peut en parler après si tu veux. Je te montre comment nous on a fait. Le sujet, c'est pas comment faire pour que 100% des clients aient le résultat, parce que ça n'arrivera jamais. Le sujet, c'est de ne pas promettre un truc que tu ne peux pas délivrer. C'est pas la même chose. J'ai pas besoin que 100% de mes clients soient riches et célèbres. Hein. C'est pas, en fait, je ne vends pas ça, moi. Moi, je vends un accompagnement pour développer son activité. Je livre un accompagnement pour développer son activité. Je ne leur ai pas promis qu'ils gagneraient 10 000 € en 3 mois, en fait. Donc, s'ils ne gagnent pas 10 000 € en 3 mois, moi, je m'en tape. Ça ne me concerne pas. Et que moi, quand ils me posent la question, je vais leur dire, sur nos 500 derniers clients, voici la moyenne chiffrée de ce qui s'est passé. Et ça, j'ai le droit de le dire. Juste une question sur l'offre. Est-ce qu'il y a une subtilité entre promettre de gagner 10 000 € par mois ou promettre d'être en capacité de gagner 10 000 € par mois? C'est un peu touchy. Tu pourrais par contre plus facilement dire voici ce que moi j'ai utilisé pour gagner 10 000 € par mois, ce que je montre à nos clients et qui leur a permis de développer leur activité. Et avec une petite étoile, je ne sais pas ce que tu vas faire avec, mais moi c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je referai. Et en fait là tu dis la vérité. Mais après si tu dis je vais vous montrer comment faire ça, tu dis juste Comment j'ai fait ça. Ouais. Pas pareil. Je vous donne les moyens de. Je vous donne les outils pour. Je vais vous montrer comment faire. Il y a un sous-entendu quand même un peu de. Vous allez avoir le même résultat. Regarde chez du Tai Lopez. Regarde le niveau de disclaimer dès qu'il bouge une oreille. Quand il fait des vidéos et qu'il y a 6 avocats qui le suivent pendant toute la vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est sûrement un des plus agressifs au monde. Il y a un niveau de disclaimer dans tout ce qu'il fait qui fait qu'il peut le faire. Et justement, sur ces histoires de promesses, ça se joue vraiment des fois sur une petite tournure de phrase, sur un truc. Pas prendre les gens pour des cons. Après, Jérémy, tu prends des exemples chez les ricains qui sont un peu des maboules du système juridique. Est-ce que tu sais si en France, il y a des infopreneurs qui ont déjà été inquiétés de la... Oui. Sur les promesses, ça commence tout doucement. Là où en France, ils se sont fait taper déjà plusieurs, c'est sur le stacking de prix. Les prix évolutifs en plusieurs fois. Tout ce qui est vente trompe, c'est pas encore sur le faux témoignage. C'est pas les promesses encore. Faux témoignage et fausse promotion. Mais pour l'instant, on n'a pas encore sur la promesse. Par contre, j'ai pas eu écho encore. Non, pas encore, pas sur les promesses. Mais il y a tout le reste et ça va arriver du coup, c'est sûr. Ouais, non, c'était pour savoir si tu avais des exemples. Non, les Français ne sont pas encore fait taper. Pour faire tout ce qu'on a dit là, on crée une stratégie qui s'appelle la stratégie de la baignoire, avec un magnifique dessin toujours. Où globalement, je me débrouille pour que le plus de gens possible me découvrent. Je les mets dans un pool où je les abreuve de valeurs, de témoignages, d'explications sur la méthodo, de chiffres de mindset, de ce que je vous ai expliqué juste avant. Et je les laisse mariner là. Et je les laisse tranquilles. Et ils restent là-dedans autant qu'ils veulent. Il y a déjà des gens qui ont acheté après m'avoir découvert 18 mois avant. C'est OK. Si je fais assez de volume et que j'ai assez d'ancienneté,
La flywheel, elle tourne. Simplement pour qu'ils deviennent clients, je vais créer des occasions. Si j'arrive à créer des occasions, j'arrive à chaque fois à les déloger les plus intéressés. Et du coup, ça nous amène à ce point. C'est un truc qu'on me demande toutes les semaines. Comment est-ce qu'on follow-up des prospects pendant 12 mois sans en laisser passer? Le premier truc, c'est des contacts très réguliers. Nous, nos prospects en follow-up, donc des gens qui n'ont pas tout à fait dit oui, mais pas tout à fait dit non et qui ne nous ont pas insultés, a priori, on va les contacter au début tous les 3-4 jours, ensuite toutes les semaines, ensuite toutes les 2 semaines, ensuite tous les mois, etc. Mais potentiellement, on peut relancer des gens qui ne nous ont pas répondu depuis 7 mois. J'ai mon head of sales qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Une personne vient d'acheter chez nous, cette personne-là, il l'avait en follow-up depuis 7 mois. Pendant 6 mois et 25 jours, cette personne n'a jamais répondu à aucun de ses messages. Et un jour, il répond à une vidéo en disant « J'ai trouvé les fonds, comment est-ce qu'on fait pour payer ?» Et là, on parle, quand tu dis de contacts réguliers, tu parles d'un closer. Ouais, c'est les sales qui sont en contact avec les follow-up. Moi, derrière, je fais des mails, je fais plein de choses comme on fait tous, hein, mais ouais, non, c'est les sales qui follow-up. Tu avais partagé un truc très intéressant, moi j'avais trouvé sur le. Vous faites avec les listes de diffusion sur WhatsApp, Ouais. du follow-up. On a voulu le faire et on se heurte au problème que les listes de diffusion, en fait, les personnes reçoivent quand tu les as Quand tu es en contact, ajoutées en contact. Nous, les sales, quand ils sont en call avec une personne, à la fin du call, dans tous les cas, je vais t'envoyer des ressources de valeur, ajoute-moi sur WhatsApp. Et on a une bibliothèque de 30-40 ressources qu'on envoie effectivement aux prospects pour les aider. En fait, on s'est dit, on aimerait qu'ils nous ajoutent en contact. Il faut qu'ils aient une raison de le faire, une bonne, pas un truc un peu fallacieux. Ok, qu'est-ce qui leur donnerait vraiment envie d'être en contact avec nous sur WhatsApp? Bah, qu'on ait plein de valeurs à leur donner qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Ok, bah, on va créer cette valeur. Et l'objection qu'on entend tout le temps quand on entend des business, c'est je ne vais pas les harceler, j'ai déjà envoyé un mail aujourd'hui, j'imagine que toi tu t'en fous. Alors, ça va être un des derniers points, c'est le faire avec légèreté et l'humour. Globalement, moi, s'ils ne me bloquent pas, qu'ils ne m'insultent pas ou qu'ils ne me demandent pas expressément d'arrêter de leur écrire, moi je continue. Hein. Et je finis par envoyer des gifs ou des trucs comme ça. J'envoie des blagues, je leur explique que je suis mort de vieillesse en attendant. Je ne lâche pas un prospect tant qu'il ne me l'a pas demandé explicitement. Les ressources que tu envoies, c'est des ressources où tu es déjà dans une action de livraison ou tu es encore dans de l'éveil? Ça dépend où eux ils en sont en termes de niveau de conscience. Une personne qui est très 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 loin, on fait un peu plus facilement du hard teach qu'une personne qui est sur le point d'acheter, qui a juste quelques blocages. Et là, on va plutôt lui donner un peu de témoignage, un peu de mindset, un peu de choses comme ça. Ça dépend où est-ce qu'elle en est. Donc il y a les contacts réguliers. Pour que le contact régulier se passe bien, il faut un apport systématique de valeur. Salut, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Non, jamais. Vous voyez venir le sales avec ses gros sabots à 12 km, vous n'avez qu'une envie, c'est de bloquer son numéro. Salut, mon CEO vient de faire telle vidéo, un de nos coachs vient de faire ce truc, notre marketeur vient de faire ça, j'ai pensé à toi, ça m'a rappelé le problème que tu avais, tiens, voici la vidéo. 3 jours après, alors, est-ce que ça t'a aidé sur quelque chose? Là, ouais. C'est vraiment, j'ai pensé à toi, donc voici de la valeur. Ne jamais recontacter les gens avec juste quoi de neuf? En séquence ou en campagne? Nous, à la main. Ils ont des listes de diffusion où les prospects sont classés sur leurs problématiques. Donc Ça, c'était Closer qui font ce travail-là? Et les SMS, c'est uniquement par WhatsApp. Ouais. Mais ça veut dire que c'est ça reste sur leur contact à eux, leur numéro personnel. Ouais. WhatsApp Business. Et Ce qui permet d'avoir des listes de diffusion. tu trouves pas qu'il y a un danger là-dedans, même pour toi? Pourquoi? Quel danger? T'as pas les traces, c'est les closers qui gardent les trucs. Les gens avec qui je travaille avec eux depuis très 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 longtemps. On a des contrats qui sont très 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 carrés. Quand ils ont un problème, je les ai toujours protégés. Tout est enregistré. Ils doivent pouvoir tout me screen si je leur demande. Tout simplement parce que quand, et je dis pas si, je dis quand un client va vouloir se retourner contre nous et donc se retourner contre le closer va me fournir tous les échanges et je vais le défendre. Parce que j'ai toujours défendu mes équipes. Ils ont tout intérêt. En fait, le système est fait pour qu'ils aient aucune incentive à faire une connerie. Et qu'ils ont plutôt l'incentive du contraire. Et vu que j'ai toujours été ultra droit, ultra réglo avec eux, je les ai toujours sortis de galères s'ils en avaient, j'ai jamais eu le moindre problème avec personne.
Et après, il y a des enjeux de RGPD où il faut signer des machins, des trucs. Hein. C'est vrai que moi j'ai choisi après de passer par InGover, c'était plus simple. Même pour le premier contact il se passe aussi par WhatsApp. Non, le premier contact, c'est Calendly. C'est un Google Meet que nous, on leur fournit, ça. En fait, de toute façon, on a les enregistrements de 100% des appels qui restent sur un serveur chez nous et qu'on garde pour pouvoir revenir dessus s'il y a un pépin. Donc à partir de là, tu le vois pendant l'appel s'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc jamais de souci. Bibliothèque de ressources. Je fais à peu près 5 à 10 contenus par mois à destination de mon équipe sales pour qu'ils puissent les utiliser en follow-up de leurs prospects. C'est du contenu que tu gardes en interne, si tu peux. Ouais. De temps en temps, je l'envoie aussi à nos clients pour si ça peut les aider ou pour leur montrer des exemples. Mais c'est des trucs qui ne sont pas publiés publiquement. Ouais. C'est vraiment que du contenu de follow-up. J'imagine que les objections, elles sont traitées au bout d'un moment. Tu refais en permanence ce contenu Je boucle tant qu'il n'y a pas de changement de la personne en face. De toute façon, en fait, si la personne elle est en capacité de trouver l'argent pour acheter le programme et qu'elle ne l'a pas fait, c'est qu'il y a des objections non traitées, hein, même si tu as l'impression qu'elles le sont. Oui, non, mais je veux dire, tu as déjà tes 40 premières ressources de ta bibliothèque qui... Ouais, en général, quand ils ont reçu 40 ressources sur, allez, je dis 6 mois ou plus, tu vois, il y a quelques rares exceptions, mais la plupart, soit ils ont acheté, soit ils nous ont insultés. Hein. Donc, mais après, il y en a certains, il leur faut plus de temps. Il y en a certains aussi, en fait, juste, ils n'avaient pas les finances. Et en fait, on a continué à leur donner de la valeur et à rester en contact avec eux. Et puis en fait, un jour, pour une raison X, Y, Z, au bout de 15 mois, ils reviennent parce que ouais, vous m'avez jamais lâché, vous êtes toujours été sympa, vous m'avez pas forcé la main. Et donc en fait, maintenant, c'est le bon moment pour moi. Et donc ça y est, je veux venir. Tu peux nous rappeler à quelle population tu vends? Est-ce que tu leur vends exactement? Je vends de l'accompagnement business, coaching business pour un peu simplifier le truc, de 6 mois sur coach, thérapeute, solopreneur, un peu freelance, consultant. Profil 40-50 ans, soit je fais ce métier depuis quelques années mais je ne gagne pas assez d'argent, soit reconversion. 70% de femmes. Et c'est quoi l'excuse pour que la personne accepte d'entrer sur le WhatsApp du closer? Après chaque appel, on envoie des ressources en fonction de la problématique précise que la personne nous a exposée au téléphone. Ouais, mais tu disais tout à l'heure pour que la personne accepte. Qu'on puisse lui envoyer. Donc pour ça, il faut qu'elle nous ait en contact. Ouais, mais t'as toujours. Moi, j'ai l'impression que les gens vont dire ouais, mais non, je veux pas laisser mon numéro, je veux pas. Et on l'a déjà leur numéro. De toute façon, ils le donnent avec Calendly. Ça, c'est une fausse croyance. Hein. Le truc du numéro, Alice, on a fait un call l'autre jour, elle avait peur et il laisse tout son numéro. C'est une fausse croyance. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas donner leur numéro. Ils s'en foutent complètement de donner leur numéro. Ce qu'ils veulent pas, c'est que tu les appelles à froid. Ça, ils supportent pas. Parce qu'on est tous biberonnés à Orange, EDF et compagnie qui nous appellent à midi ou à 18h et ça nous emmerde. Le problème, c'est pas de laisser son numéro, le problème, c'est qu'on t'appelle. Donc le closer, il dit juste j'ai des ressources à t'envoyer. Ouais, je vais ajoute-moi en contact de telle et telle façon, c'est bon, tu l'as fait, ok. Dès qu'on a raccroché, je vais aller les chercher, je vais te les envoyer. Un exemple, Lauriane, on a eu le call l'autre jour, je te parle du databoard, je dis, mais t'as pas ça, Anthony? Je dis, ok, mais je te l'envoie, file-moi ton WhatsApp, je te l'envoie. Vu qu'on en avait parlé et que tu es monté en température sur ce truc-là, je te l'envoie, c'est naturel, il va le recevoir. C'est la même chose. Ouais. Et le truc cool, parce que moi je ne savais pas comment fonctionnaient les listes de diffusion sur WhatsApp, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que tu mets tous tes prospects, en tout cas dans la même catégorie, sur une liste de diffusion, et le closer, il va envoyer le message à la liste de diffusion, et chacun des prospects a l'impression de recevoir un message individuel. En termes de gain de temps quand même pour le closer, c'est énorme. Mais il faut qu'il ait le WhatsApp de closer. Mais de toute façon, si tu envoies le premier message en bas, tu as le CTA pour ajouter le contact. Donc à partir de là, c'est bon. Ouais, enfin, il faut juste s'assurer que le prospect il ajoute bien le contact quoi, pour que la liste de diffusion elle marche. Toujours avec légèreté et humour. Si je vous envoie 82 messages sur l'année, mais que c'est toujours un peu rigolo, vous avez beaucoup moins envie de m'insulter et de me bloquer. C'est juste se rappeler qu'on peut faire notre métier sérieusement et pas se prendre au sérieux. Je vois déjà, j'ai du mal par rapport à mes closers, alors faire respecter, tu vois, le cadrage de l'appel et tout. Si en plus je leur donne la consigne d'être drôle. Je leur donne des exemples. T'as deux catégories de sales, hein, de toute façon. Hein. T'as ceux qui suivent les process, qui en général ils sont pas mauvais, mais ils surperforment pas. Et t'as ce que les Américains appellent les rainmakers. Ça sert à rien d'essayer de les cadrer. Il n'y a rien à faire. Ils sont incadrables. Par contre, ils font pleuvoir les clients sur ton business.
et des gens qui sont profondément incadrables de par leur tempérament, soit je me dis que j'en veux pas dans mon entreprise, soit je les laisse être qui ils sont en fait. Et c'est à moi de trouver un moyen derrière de gérer leur connerie en fait. Après, ton humour, il est un peu spécial aussi. C'est parce qu'aussi il a un humour assez spécial. C'est pas moi qui Moi aussi. Hein. Tu vas te faire attaquer pour le coup. Derrière, vous allez créer des occasions à ne pas manquer. Globalement, on va chercher à répondre à la question « Pourquoi maintenant ?» Offre spéciale, promo particulière, bonus, coaching offert, séminaire pour toutes les personnes qui achètent dans les 7 jours. En fait, vous allez créer de l'urgence et de la rareté, mais avec des vrais trucs. Nous, actuellement, toutes les 1 semaine à 1 mois, on change d'offre bonus. Et ils ne peuvent pas savoir de toute façon quelle est l'offre bonus tant qu'ils ne sont pas au téléphone avec nous. Mais c'est des vraies offres bonus. Donc quand on leur dit, là tu as 5 jours pour acheter si tu veux telle condition, sinon la condition change, et je ne sais même pas encore quelle est la condition suivante, c'est la vérité. Ce qui nous permet de jouer sur ce truc de vite, 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 sans tricher et sans mentir. C'est quand même bien pratique. Et enfin, surtout, ne jamais rien accepter sauf un non ferme. Si la personne elle dit non, on lui fout la paix, surtout. Si elle ne répond pas, ce n'est pas une excuse pour arrêter de lui écrire. Tes offres bonus, tu dis, tu les présentes pas sauf si la personne est au téléphone. Comment tu génères le rendez-vous à ce moment-là du coup? Tu vas pas lui dire, on a un nouveau truc cette semaine? Non, on rappelle souvent qu'on a des offres spéciales à des durées de vie limitée. Bon, on génère les rendez-vous sans tenir compte de ça. Ça, on s'en sert une fois que c'est au téléphone. Une fois que les prospects sont au téléphone. J'ai une question. Imaginons que tu as un closer, alors ça c'est plus pour tout le monde. Imaginons que tu as un closer et tu as un événement qui va arriver bientôt. Un lancement particulier ou ce genre de choses. Le mec doit s'inscrire. Donc le mec va le pousser à s'inscrire, ce qui est logique. Du coup, il prend la vente, même s'il ne le revend pas derrière. Même si c'est pas lui qui le vend, même s'il l'achète spontanément. Ou pas. Tu veux dire si en gros si mon closer il a un prospect en follow-up et toi tu shootes un mail et qu'il achète? Ouais. Non, si le closer a vendu, c'est le closer qui prend la com. Si c'est moi qui ai vendu par mail, c'est pas... Enfin après ça c'est comment toi tu gères, mais... Non mais en fait, parce que si tu veux, quand tu parles de créer des occasions de ne pas manquer, si par exemple là aujourd'hui je devais relancer tous les prospects que j'ai eu par exemple sur le précédent lancement, je leur envoie un message à tous en disant ok, ben, on a un événement particulier la semaine prochaine, etc. Sur WhatsApp. C'est quoi le prix des produits? Ça dépend de ça aussi surtout en fait. 3000, enfin entre 1000 et 3000. Si le closer il va closer sur 1000, 3000, il prend la com. Si c'est toi qui le fais, c'est toi qui la prends. Mais moi si tu veux... Son intérêt à lui à dire ok, bah, viens à l'événement de la semaine prochaine, etc. Moi quand je crée des événements, des trucs spéciaux, en gros si tu veux, les closers ils savent que tout ce que je fais dans cet événement c'est leur savonner la planche pour qu'ils arrivent plus facilement à vendre eux derrière. Donc en fait ils ont tout intérêt à ce que tous leurs prospects en follow-up viennent à mon event parce que derrière ils seront mieux préparés à acheter. Et parce que une grosse partie de tes ventes sont avec eux. Mais de toute façon, moi, il n'y a que par les closers que tu peux acheter chez moi. Ah voilà, c'est pour ça. Oui, oui. D'accord, ok. Ouais. Et même des fois, je vais moi récupérer un prospect in extremis parce que c'est un gros contrat, etc. Si le closer a fait 90% du boulot, que moi je suis venu juste derrière ajouter une petite graine, il prend ça comme, je m'en fous. Hein. Oui, mais nous on a 70% de ventes qui se font par mail et pas par closing. Tu vois, okay, d'accord. Donc c'est pour ça que du coup, c'est un peu. C'est plus délicat. Cette condition-là, quoi. Tu vois, est-ce que Parce que, en fait, pour mon business au global, bah, j'ai tout intérêt à ce qu'ils lui disent de viens à l'événement. Tu fais un lien de tracking, un lien d'affil à tes closers et tu leur laisses 24 heures d'avance. Tu pourrais faire ça. Après, le problème, c'est que si un closer parle à partir du moment une fois à ton prospect, pour lui, dans sa tête, c'est que c'est à lui. Et c'est compliqué, de lui dire maintenant, même si tu lui as parlé, c'est quand même moi qui ai tout fait. C'est dur. Moi, je fais 50% de la com. Ouais. Moi, quand c'est moi qui récupère les ventes, ce que j'ai tendance à faire, et après ils savent que quand je le fais pas, c'est que c'est une situation de merde dans la boîte et ils me font pas chier, c'est que je vais prendre les 10% de com et je vais les dispatcher sur toutes les sales. Ça c'est égal. Genre c'est moi qui ai closé, mais hop. Okay. Ça marche bien en plus, hein, ils adorent ça les closers. Ouais. L'argent. Non, ça oui, quand le patron me dit ouais, c'est pour moi, c'est... Sentir que tu essayes pas de leur gratter une com. Beaucoup de problèmes avec tes salariés, c'est pour ça que... Déjà, je vais faire des gros chèques. J'ai envie d'applaudir ce slide. Résumé 2024.
vendre, là, comme le pignouf, là. C'est fini. Psychologie des foules, Gustave Le Bon, très vieux bouquin qui marche toujours. One to many, plus doucement. Travailler leur mental, travailler leur mindset, les laisser venir et arrêter de les agresser. Et en fait, à nous d'être meilleurs en marketing pour compenser ce qu'on ne peut plus faire en vente. Et si la vente et le marketing travaillent vraiment ensemble au sein de l'entreprise, il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires, il y a plutôt une augmentation massive. Parce que nous, c'est les sales qui viennent remonter au marketing, les objections du moment, pour que des ressources soient créées, pour que tout le monde travaille ensemble et s'aide. Désolé Julien pour le design. Si vous avez des questions, c'est parti. Gab. Comment tu fais pour créer la synergie entre le marketing et les sales? Parce que là, on comprend vraiment que le système il repose là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est souvent un sujet où il y a l'un ne sait pas ce que fait l'autre et inversement. Alors déjà, je les fous en réunion très souvent ensemble. Team building. Si vous en avez qui picolent, c'est plus facile. Hein. Moi, j'en ai qui picolent pas, donc en plus, pour les faire devenir copains, c'est plus complexe. Mais en fait, moi, que ce soit au marketing ou au sales, ils ont différentes incentives en fonction du chiffre d'affaires, des ventes, des machins. Donc en fait, ils ont très vite capté que s'ils travaillaient ensemble, je leur filais beaucoup plus d'argent à tous. Et que s'ils travaillaient l'un contre l'autre, ils étaient tous dans la merde à la fin du mois. C'est en fait, il faut poser la bonne incentive. Au marketing, j'ai des gens qui sont incentivés sur le CA. Les sales, ils sont plus payés s'ils vendent plus. Ils remarquent qu'ils vendent plus si le marketing fait du bon boulot. Derrière, les sales, je les fais bosser avec le pôle produit. Parce que s'ils envoient des clients pourris qui sont mal accompagnés, le pôle produit va venir gueuler chez moi, on va rembourser la personne, les sales ils vont perdre une com. Et en fait, tout le monde est incentivé pour bosser intelligemment ensemble. Donc tu crées quand même du cadre au quotidien pour qu'ils se parlent régulièrement. Ouais, et je leur gueule dessus régulièrement parce qu'ils ne se parlent pas assez. Ouais, c'était ça comment tu l'organises ça? Comment tu le crées ce cadre? Je les fous dans des réunions ensemble. Et je les oblige à se parler en fait, je leur laisse pas le choix. Et de toute façon, s'ils ne voulaient pas se parler, ils dégagent quoi. Il y a un moment, je ne suis pas une babysitter. Par contre, on est d'accord que tes sales, tu leur fais un... Alors, même si moi je suis d'accord qu'ils restent dans le cadre, mais bon, qu'ils puissent un peu vriller s'ils veulent. Par contre, tu as des choses auxquelles tu lâcherais un peu. Je suppose, pour le marketing, vous notez au moins une objection, vous notez... Enfin, je ne sais pas comment tu fais. Je n'ai pas besoin de poser aucun cadre là-dessus. Et ils le font naturellement parce que ça les arrange, parce que ça leur permet de vendre plus. Ouais, voilà, ok, d'accord. Et globalement, sur les pirouettes de sales, moi, ils ont le droit à 10% de cas particuliers sur le volume qu'ils font, où je leur fous royalement la paix. S'ils commencent à faire trop n'importe quoi, je vais leur bloquer, je vais les empêcher d'agir, quoi. Et ils n'ont aucun intérêt à le faire dans ce cas-là. Mais globalement, en fait, ils n'ont pas envie de faire de conneries parce que le système en lui-même les incentive à bien se comporter. J'ai créé une culture en fait où ils n'ont pas envie de faire de conneries. Parce qu'ils gagnent plus d'argent s'ils n'en font pas. Est-ce qu'à la fin, tu as un atelier, le premier point d'entrée, c'est opt-in et atelier, non? Ouais, c'est masterclass evergreen, c'est une vaisselle longue, quoi. À la fin de cette vaisselle longue, est-ce que tu fais quand même un call to action pour ceux qui... Vers un call. Vers un call. Et là tu mets pas trop de pression marketing, FOMO et tout ça là-dessus? Je t'avoue que la masterclass qui tourne, je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Mais si, on pousse quand même le call, mais s'ils ne le prennent pas, bon, on va continuer à envoyer des mails en disant voici beaucoup de valeur, prends un appel, voici beaucoup de valeur, prends un appel, voici un témoignage, prends un appel. Combien ton taux de transformation sur la VSL au rendez-vous? Sur directement le funnel, tu veux dire en direct, ça je ne saurais pas te dire. Au global, je sais. Au global, on a 8 ou 9%, un truc comme ça. Mais par contre, en direct, genre moins de 7 jours, je ne sais même pas. Donc au global, sur la VSL, les rendez-vous, sur 10 rendez-vous, tu en fais 8%, donc on va dire que tu signes 1 sur 10. C'est ça? Non, sur 10 leads, sur 100 leads, je vais avoir 10 calls. Le taux de closing sur appel réservé, je crois que la moyenne, on a 15%. Après, on a un grand débat en interne entre moi et les sales parce qu'eux, ils veulent calculer sur call qualifié, moi je calcule sur call réservé. Moi je calcule sur ce que je paye, moi. Chaque fois que tu as un point de contact tel que tu les as présentés, c'est-à-dire que tu leur envoies un peu de valeur, tu leur envoies des mails, un gif, machin truc, chaque fois que tu as un point de contact comme ça, tu fais un call to action pour... Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est plutôt, je cherche à recréer de la conversation à chaque fois que j'ai un point de contact. Les appels vont être poussés plutôt par email,
des fois un peu en social media. Mais quand c'est du follow-up WhatsApp, ils cherchent à créer de la relation, à voir où en est la personne, à voir s'il n'y a pas des objections non traitées qui sont insérées à un endroit où on n'est pas vu, à voir si la situation financière a évolué, etc. Est-ce que tu laisses justement à ce moment-là venir le prospect, tu vois, prendre justement cette initiative de dire ah tiens, bah, au fait, il faut qu'on s'appelle, ou alors à quel moment ton closer il dit bon, bah là, ça y est, il est mûr, on l'appelle, je lui repropose un appel? Je leur ai appris à travailler le prospect par WhatsApp, comme ils auraient pu le faire au téléphone, et à suivre un peu, c'est pas un script, c'est plutôt une trame. Et c'est une question de feeling. Là, il n'y a pas tellement de. C'est un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu d'ingénierie sociale et un peu de feeling, quoi. Ouais, ok. Justement, au niveau email, tu as une structure de base, une séquence qui se tourne, à quelle fréquence tu... On a 7 jours de séquence post-inscription. Après, il tombe dans la liste email normale où je bombarde 1 à 2 mails par jour. Par jour? Par jour. Il passe sa journée à écrire. Alors, oui. Moi j'ai un peu la même stratégie en VSL, mais ce qui m'a fait diviser le client par 2, je l'ai couplé à un webinaire par semaine en interne, en live. Sur liste? Sur la liste. Ouais, moi c'est la stratégie que j'adore, ça. Et ça m'a... Donc quoi, de faire un webinaire live sur l'audience organique? Tu as VSL ROS 1 et tu dépenses le plus possible, évidemment. Et un webi événementiel sur... 5 webinaires différents. C'est aussi ce que je mets derrière créer des occasions. Alors moi, je le fais à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois parce que je suis un feignant. Par-dessous du... Bah, c'est normal. Ouais. Et c'est exactement comme toi. Je suis à peu près 10% au VSL classique, de transformation. Toi, tu as 15. Ce qu'on va faire chez Lauriane, Je suis moins bon sur toi que toi là-dessus, mais après, je passe de 800 € du client à 400 € grâce au webinaire. Ouais, après, moi, les webinaires live, ça me fait royalement chier, donc j'en fais très peu, tu vois. Non, mais je sais que ça marche extraordinairement bien. Et franchement, avoir de l'acquisition evergreen et derrière du webi live sur audience organique, audience qui est là depuis un peu longtemps, c'est hyper smart. Hein. Et ça marche très très bien sur le truc. Et c'est 5 webinaires différents, 5 thématiques différentes. Ouais. En plus, moi, pour avoir 5 points d'entrée. Finalement, 5 thématiques différentes, et eux, ça leur apporte de la valeur. Ouais, on le fait aussi, ça. On fait 1 par semaine, du coup, c'est ça? Tous les dimanches, lundi ou jeudi, ça dépend. Et en fait, ça fait atelier 1, atelier 2. Eux, ils ne savent pas, en fait. Ça aussi, moi, le dimanche à 20h, je dors. Hein. Moi, les ateliers live, c'est genre mercredi 11h. Hein. Tu viens pas, m'en fous. Mais, Il a suivi 25 de webinaires au moins. Moi, le webi du dimanche soir, c'est marrant. J'ai analysé un peu les datas chez Momo, Mohamed, c'est exactement ça. C'est qu'en mail, ils viennent 5 fois. Et ils gagnent une belle webinaire. Imagine si tu prends en plus du truc. Parce qu'il fait partie de l'équipe. Moi, je voyais chaque fois, il y avait Tanguy, il fait partie de l'équipe. Il y a un truc important, c'est que par le passé, en fait, on essayait de les faire acheter le plus vite possible. Et en fait, aujourd'hui, on peut réfléchir le truc un peu différemment. C'est, imaginons qu'il leur faut 5 heures passées avec vous pour acheter. Je dis au pif, j'en sais rien. Bah, comment est-ce qu'on fait pour leur faire consommer ces 5 heures le plus vite possible? Et en fait, on ne les pousse pas à acheter, on les pousse à consommer du temps avec nous. Et une fois qu'ils en ont consommé assez, ils auront naturellement envie d'acheter. Et en plus, je donne plus le prix à la fin du webinaire aussi. Je fais un putain de hack, je ne donne pas le prix. Et maintenant, je leur demande même s'ils veulent prendre rendez-vous tout de suite avec moi en visio après le webinaire pour quelques personnes. Ouais, nous, les prix ne sont pas affichés publiquement non plus. Voilà, et en plus, si on le fait directement après le webinaire en visio. Tu leur fais un after, quoi. Ah ouais, là, c'est pas mal. Je fais des Q&A le lendemain des trucs en plus petit comité. 15 minutes seulement avec eux. Et je décide. Mais là, ils sont encore. Et après, le reste, c'est les closers. Là, ils sont chauds bouillants, en plus, tu les refais monter en température parce qu'ils attendent l'after. C'est stylé, ça. Ouais, c'est commencer un peu plus tôt le webinaire pour pouvoir en faire un. T'as certains matchs de foot, t'as envie de rugby, t'as envie de les éteindre, mais tu restes. C'est toi qui le fais, mais là, ils kiffent derrière. One, ils savent, c'est un peu à l'arrache, mais je leur dis c'est 15-20 minutes. Comme ça, eux-mêmes, dans leur tête, ils savent qu'ils doivent aller vite comme avec moi. Et s'ils ne veulent pas mettre leur tête, je leur dis vous ne mettez pas votre tête, parce que c'est le soir. Peut-être une fois, après un webinaire, c'est plus gros, ça. Il y en a, ils sont pas à l'aise comme ça, donc je préfère ne pas mettre le visage. Mais c'est en vrai, je fais pas ça. Vous prenez rendez-vous sur un autre jour. Moi, c'est votre numéro, je vous envoie un message. Zoom, par exemple. Et tu fais un appel. Voilà, le premier qui a dit moi j'ai pris rendez-vous, je vais me mettre moi. Ok, toi le premier. Couple d'autres, en plus, ça fait prendre encore plus de rendez-vous. En fait, du coup, les gens sont encore plus crédibles, mais en fait, les gens ils prennent rendez-vous en fait. Et je sais pas, ça fait une émulation, j'ai aussi plus de rendez-vous global en faisant ça. J'ai pas encore assez de recul sur ça, ça fait 3 semaines que je le fais, mais j'ai des bons résultats. Et souvent, ils payent directement. Et en plus, les bonus, je leur dis c'est tout de suite là avec moi par contre. Là. Je leur parle pas des bonus. Est-ce qu'il reste une question, une ultime question? Qu'est-ce que ce serait pour toi les signes qui montreraient dans nos business que
il faut mettre ce genre de système, enfin qu'il faut appuyer ce genre de système par rapport à des taux de conversion ROI, ROS, tout ça. Si tu aimes bien l'argent, tu le fais. En fait, si tu veux, même si tu as des bonnes stats et que tout va bien dans ton business, c'est que tu ne vas pas cracher sur 10, 20, 30% de plus. Bon, ben voilà. Après, il peut y avoir aussi une bonne réponse, comme celle que moi j'ai avec les Webby. Live, je pourrais gagner plus en le faisant, mais ça m'emmerde. Je préfère m'asseoir sur une petite partie de conversion parce que je n'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. Donc, est-ce que tu dois le mettre dans ton business? Si tu as envie de vendre plus et que ça ne t'emmerde pas de le faire, tu dois. Si ça te gonfle, c'est à toi de décider, quoi. Est-ce que tu as un produit et prix unique? Aujourd'hui, on a 2 produits. Avant, on en avait qu'un, ouais. Avec un prix unique, ouais. C'est quoi les gammes de prix? Et les deux sont en front? Les 2 produits sont en front ou ils sont... Les deux sont en front, même s'il y en a un qui est plus avancé, donc il nous sert souvent d'upsell quand même. En gros, on a un produit d'entrée, nous, qui est à 6 000, qui dure 6 mois. Derrière, ils peuvent prendre un Continuity en abonnement ou en one-shot 6 mois, mais qui sera moins cher. Et derrière, on a un upsell qui est à 15 000. Mais l'upsell n'est pas forcément à destination de ceux qui ont pris le premier. Tu vois, tu peux rentrer par celui d'en haut tout de suite, puisque le premier, c'est en gros développer ton activité en mode artisan. Et le deuxième, c'est scaler, mettre en place des systèmes, etc., comme nous on fait. Il y en a plein qui ne veulent jamais scaler, qui ne vont jamais upsell. Et c'est OK. Pas forcément la même cible. Non, pas tout à fait. Super, merci Jérémy pour le masterclass.